Et bonjour à tous, Bonjour nous à tous. sommes en direct sur YouTube, sur Facebook et sur Twitch pour cette quatrième émission de TechPath, une émission qui parle d'Android, puisqu'on est sur Frandroid, et de tech en général, parce que pourquoi pas. Ce soir je suis avec Ulrich. Ulrich, comment ça va ? Ça va très bien. T'as l'air un peu fatigué quand même. Non. Non, pas du tout. Non, on n'est jamais fatigué pour TechPath. Non, on n'est jamais fatigué pour TechPath, on a la patate et puis on va être ici avec vous en direct pendant 40 minutes à peu près, une demi-heure, 40 minutes, enfin on va essayer de tenir les délais cette fois-ci. On décontracte alors. On se décontracte, c'est parti. Comme on est en direct, vous pouvez nous poser toutes vos questions sur les chats de YouTube et de Facebook Live, mais aussi sur les réseaux sociaux, notamment sur Twitter, avec le hashtag TechPath qui est là. Donc, pardon, j'ai bugué un petit peu. En fait, tu fais croire aux gens qu'il y a de la latence. Mais en fait, Ouais, c'est ça. toi qui... Non, c'est juste moi qui ai un petit peu de latence. Il faut reprendre. Et si on commençait par la première partie. Et si on commençait déjà par le sommaire ? Allez, par le sommaire. Alors aujourd'hui, on va parler d'actualité avec le OnePlus 3T et la fermeture de zone téléchargement. Et ensuite, on partira sur le débat à propos de la sécurité sur nos smartphones. Mais tout de suite, c'est générique. Balance le générique actuel. Il est beau, le générique. Ok. Actualité de la tech. Et donc l'actualité de la Je fais tech. le jingle. Actualité Complètement. de la tech. Complètement décalé par rapport à l'image. C'est parfait. Du coup, l'actualité, Ulrich, cette semaine. L'actualité. Moi, je te propose qu'on commence par parler du OnePlus 3T. Le OnePlus 3T, et comme par magie, en plus c'est magnifique, on l'a ici. Alors moi, ce que j'aime bien sur le OnePlus 3T, on va commencer par ce que j'aime bien. Vas-y, dis-nous ce que t'aimes bien. C'est le nouveau coloris. C'est le nouveau coloris. C'est une espèce de gris, de space gray, si je reprenais les termes Apple, qui va parfaitement avec le nouveau MacBook Pro. Donc c'est parfait, tu peux avoir un téléphone qui est assorti à ton nouveau MacBook, c'est merveilleux. À côté de ça, il faut voir quand même que le design a très peu changé depuis le OnePlus 3. C'est même le même à la rédaction, quand on a fait le test, on avait des petits problèmes pour retrouver l'un et l'autre, on avait les deux côte à côte, et c'était pas forcément évident de savoir... Comme le nom l'indique, c'est le 3T, c'est-à-dire que... C'est ça, c'est juste la version turbo. Vous allez le voir, exactement, c'est une variante, et une petite évolution du 3, pour entamer la fin d'année. Est-ce que tu peux nous dire exactement ce qui a changé sur ce 3T par rapport au 3 ? Simple. Alors, d'un point de vue visuel, il y a quand même des changements. On a par exemple un verre de saphir à l'arrière qui permet de mieux protéger le capteur arrière. Et éviter les rayures. Pour le coup, le même sur la fiche technique, mais on en parlera que a priori, c'est pas la même chose en termes de performance. Au niveau de qualité des photos... il y a pas mal de choses qui n'ont pas changé sur le papier. C'est le même capteur Sony. Il y a pas mal de choses qui n'ont pas changé sur le papier et qui pourtant sont différents, mais on va y revenir un petit peu plus tard. Vas-y, continue sur les Sur différences. l'apparence, on va parler du capteur frontal, qui passe de 8 à 16 mégapixels et donc qui est en effet bien mieux. Oui. Et enfin, si on rentre maintenant dans le smartphone, on a deux changements majeurs que sont l'arrivée du Snapdragon 821 qui offre a priori entre 10 et 20% de la performance supplémentaire par rapport au 820. Donc une version overclockée du 820 un petit peu améliorée. Voilà. Je crois qu'il y a une fréquence d'horloge qui est un peu plus élevée, etc. Et on a une batterie, une capacité de batterie qui est en augmentation de 400 mAh, donc ça passe de 3000 à 3400. Ça va ? Sans note. Hein. Sans note, joli. Bon, il n'y avait pas grand chose. Il n'y avait pas grand chose. C'est un peu le débat, j'ai envie de dire. Alors, après, nous, le OnePlus 3T, on a eu l'occasion de le tester. Omar l'a testé, donc si je me souviens bien, il lui a mis 8 sur 10. Ouais. Donc la même note que le OnePlus 3, donc les évolutions sont pas énormes. Il faut noter quand même qu'il y a autre chose qui a changé, c'est le prix. On passe de 399 à 439 €, donc une hausse de. On a dit qu'on parlait pas du prix. Non, c'est un cadeau. Non, je plaisante. C'est un cadeau, c'est pour Noël, mais non. Donc on a une petite hausse de prix de 40 €, ce qui explique que la note est la même, puisque même si les specs sont légèrement augmentés, il y a quand même une hausse de prix qui suit, et puis il y a quand même. Il y a une variante 128 Go qui est, je crois, vendue, si je ne me trompe pas, à 469. Oui.
et qui est toujours pas disponible, qui sera disponible courant décembre. Ce qu'il faut savoir, c'est que le téléphone, le 3T est disponible depuis le lundi à la vente sur le site de OnePlus. Il est déjà en rupture de stock, c'est-à-dire qu'on peut toujours le commander, mais les livraisons sont dans plusieurs semaines. Les premiers acheteurs, ils sont toujours un peu en flux tendu. Ouais, et ouais, là on rentre, il y a de la demande. Alors peut-être que c'est créé artificiellement, peut-être qu'ils ont mis peu de stock. Peu de stock au départ. Ou peut-être que les gens ont l'impression qu'ils vont être livrés dans un mois, mais en fait ils vont l'avoir dans une semaine, on ne sait pas. Néanmoins, les premiers acheteurs ont été livrés très rapidement, au bout de 2-3 jours. Et les retours sont, en tout cas des utilisateurs, les utilisateurs sont ravis. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est plutôt le retour technique. Et là, ce qu'on aperçoit, on l'a fait passer, Omar fait passer tous les tests techniques qu'on fait passer au téléphone. Et entre autres, au niveau des performances, il y a effectivement une amélioration des performances. Cela se voit en particulier lorsqu'on fait des speed tests. C'est-à-dire qu'on enchaîne l'ouverture d'applications avec un schéma qui est le même entre les deux modèles. Et là, ce qu'on remarque, c'est que effectivement, il va ouvrir les applications plus rapidement. Il va gérer la RAM, la gestion de RAM est meilleure. Et du coup, à ce niveau-là, il a même battu le Pixel dans des vidéos que j'ai vues sur YouTube. A priori, c'est un des téléphones les plus rapides aujourd'hui sur Android. Ça, du coup, petite question, est-ce que tu penses que c'est lié au Snapdragon 821 par rapport au 820, ou est-ce qu'ils n'auraient pas changé la RAM pour la rendre un petit peu plus rapide, parce que l'ouverture d'application, c'est pas franchement le processeur qui va jouer là-dedans. Je crois que sur la quantité de RAM... pas sur la quantité, mais sur la qualité. Mais je crois que c'est exactement la même. Je pense que le processeur a peut-être une incidence dessus, parce que bon, il y a une communication entre les deux composants. Donc, moi je pense que c'est vraiment lié à l'architecture utilisée et peut-être qu'il y a eu quelques évolutions logicielles. C'est ce que j'allais dire, il y a aussi ça qui peut entrer en ligne de compte, puisqu'ils ont aussi modifié quelques petits trucs au niveau du logiciel. Il y a des éléments assez anodins, il y a un magnétophone en plus, il y a une application météo. Ils ont un petit peu tweaké l'interface histoire de la rendre un petit peu plus agréable, ils ont rajouté des applications. Et moi, ce que j'ai remarqué, par contre, quand j'avais les deux en main, c'est que l'écran du OnePlus 3T est plus agréable que celui du OnePlus 3. Alors, non seulement au niveau de la colorimétrie, parce qu'on sait que le OnePlus 3 avait pas mal de problèmes là-dessus. Pourtant, ça devrait être le même. Sur le papier, c'est le même. Maintenant, on sait que OnePlus avait des problèmes pour l'approvisionnement de l'écran de son OnePlus 3. Donc, ils ont peut-être changé de fournisseur entre le OnePlus 3 et le OnePlus 3T pour une dalle qui a sur le papier les mêmes specs, mais qui est en fait il y a des choses qui peuvent traitées différemment. Donc ça peut être deux choses, soit la dalle qui est différente, soit le logiciel, parce qu'il y a plus d'options dans le 3T par rapport au 3. On a remarqué qu'on avait une sélection du point blanc qui était très différente entre les deux, donc c'est plus évident sur le 3T. Et les dalles, ce qu'il faut savoir, c'est que souvent on nous indique que c'est une dalle LCD IPS, etc., AMOLED. Et ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une indication intéressante parce qu'il y a des propriétés liées à ces technologies. Néanmoins, entre un téléphone vendu à 100 € en dalle IPS et un téléphone en dalle IPS vendu à 500 ou 600, 700 €, il y a des différences parfois énormes. Il y a énormes. des grosses différences qui sont liées aux matières premières utilisées. C'est-à-dire on garde les matières les plus pures pour les composants les plus chers et les matières les moins pures, on les met sur les téléphones, bien sûr, qui sont moins chers. Et donc, a priori, ils sont peut-être une qualité de dalle qui est meilleure. Moi, je voulais parler de l'appareil photo. A priori, c'est un point. Nous, on s'en est pas rendu compte pendant qu'on faisait le test. Mais 01net a effectué un test comparatif entre le OnePlus 2, le OnePlus 3 et le OnePlus 3T. Ils se sont aperçus que malgré le fait que le capteur Sony est pour le coup exactement le même, c'est la même référence, le 3T avait des clichés qui étaient moins bons que le OnePlus 3 et même moins bons que le OnePlus 2. Ce qui peut provenir à nouveau de la mise à jour logicielle et du traitement logiciel qu'il y a derrière, qui a été modifié dans le but de l'améliorer certainement sur un point ou un autre, et qui, là en l'occurrence sur ce cliché, puisque malheureusement on avait qu'un seul cliché. Non, il y avait 2-3 clichés quand même. Ah non, il y avait la Barbie et le... Il y a les clichés de Mir, il y a une photo de 01net qu'on voit souvent, et il y avait un cliché plus naturel, voilà. Nous, ce qu'on va faire la semaine prochaine, c'est qu'on va faire un comparatif photo, un vrai comparatif entre le OnePlus 3 et le 3T avec notre protocole de comparaison et sur 5-6 clichés différents. Et là, on pourra aussi voir si on retrouve ça sur notre modèle. Peut-être que c'est isolé sur le modèle de 01net. On verra ça. Alors, on peut terminer sur est-ce qu'il faut l'acheter.
Est-ce qu'il faut l'acheter? J'ai envie de te dire que moi, 440 €, pourquoi pas? Parce que les améliorations... ce qui me choquait essentiellement sur le OnePlus 3, c'était son écran, que je trouvais vraiment très mauvais, et qui, comme je viens de le dire, a été amélioré sur le 3T, que ce soit logiciel Par ou au contre, t'as niveau vu, de la dalle. capacité de batterie supérieure, mais autonomie quasi similaire. C'est ça. C'est dommage. C'est un Par peu contre, on dommage. trouve le dash charge qui est effectivement très bien. Après, certes... Que pensez-vous du OnePlus 3T? Sera-t-il sous le sapin de beaucoup de monde? Bah justement, on est en train d'y répondre. Merci Guillaume. Donc, effectivement, il est bien. Est-ce qu'il sera sous le sapin? Ça dépendra des livraisons aussi. Ça, c'est un problème de livraison. Ceux qui l'ont commandé cette semaine, a priori, c'est bon. Ça devrait être sous le sapin. Mais voilà, moi je pense que c'est un téléphone qui est top. On retrouve toujours ce rapport qualité-prix qu'on a chez OnePlus qui est excellent. Malgré le fait qu'il gagne quelques euros, ça reste un des meilleurs rapports qualité-prix du marché. Voilà, ça se joue souvent à ce niveau de prix entre du Honor 8 et du OnePlus 3T. Mais moi j'ai envie de dire que j'ai l'impression que le OnePlus 3T en tout cas est un peu plus haut de gamme que le Honor 8, même si les deux sont assez similaires sur un certain point. Il a plus d'atouts dans sa manche, c'est vrai. C'est vrai qu'entre le OnePlus 3 et le Honor 8, c'était un peu difficile de choisir. Là, du coup, avec le 3T, ils ont quand même fait pas mal d'améliorations, même si c'est des petits points qui font que ça fait pencher la balance du côté de OnePlus. Après, ça dépendra aussi de l'heure à laquelle vous souhaitez, enfin du jour où vous souhaitez avoir votre téléphone, parce que sous le sapin, comme l'a dit Guillaume, ça risque de pas être disponible pour tout le monde. Terminer un petit conseil, évitez d'acheter le OnePlus 3T sur des marchés, ou le OnePlus 3 qui sera plus en vente, sur des marchés tiers, c'est-à-dire en dehors du site de OnePlus, pour la simple et bonne raison que souvent vous vous retrouvez avec un modèle asiatique ou américain qui n'est pas compatible avec les bandes de fréquences européennes, alors que si vous l'acheter chez OnePlus, vous le paierez moins cher, parce que ça provisionne directement chez OnePlus, et en plus vous êtes certifié d'avoir un appareil qui est compatible avec toutes les bandes de fréquences sauf les 700 MHz, mais pour le moment OSEF. Pour le moment, ça va. Les antennes radio ne sont pas trop développées, donc ça devrait pas changer énormément. Du coup, je te propose de passer à la deuxième actualité. Donc la fermeture de Zone Téléchargement, le site de téléchargement illégal qui a été fermé cette semaine par la gendarmerie. Il faut savoir que Zone Téléchargement était un énorme site. Il était 11e du classement des sites français en général. Avec, si je dis pas de bêtises, 7,1 millions de visiteurs uniques mensuels. C'est plus que Frandroid. C'est plus que Frandroid. Pas tant que ça. Et 254 millions de vues par mois, de pages vues par mois, ce qui est assez énorme. Sachant que là, on ne parle que du site zonetéléchargement.com, parce que des sites, il y en avait deux, et je vais y revenir tout de suite. Donc en fait, la gendarmerie a expliqué que c'est une enquête qui a démarré en 2014, suite à une plainte de la SACEM pour des questions de droit d'auteur, sur un préjudice estimé à 75 millions d'euros. Ce qui est énorme. Alors après, comment ils évaluent les préjudices statistiques sur on a estimé qu'il y a eu tant de téléchargements tel film, etc., etc. Ça se trouve c'est plus, ça se trouve c'est moins. Alors justement, je vais y revenir plus tard, mais ils comptent revoir cette estimation à la hausse, parce qu'ils estiment que c'est encore plus. Après avoir récupéré les serveurs, ils se sont aperçus qu'il y avait beaucoup plus de trafic que prévu, beaucoup plus de téléchargements que prévu. Ils arrivent même à savoir si le fichier, une fois téléchargé, il est même partagé avec d'autres personnes. Voilà, donc ça, ils peuvent pas le savoir. Ça doit être encore une fois une question de statistique, mais il y a aussi la question de si je l'avais pas téléchargé, si je l'avais pas eu gratuit, est-ce que je l'aurais acheté? Ouais, ça on va pouvoir en parler. Donc ça, c'est un autre débat, mais voilà. Donc pour revenir sur l'histoire de Zone Téléchargement, il faut voir que c'était tout un groupe, toute une PME qui est tombée et qui a si bien marché grâce à ce système de deux sites. Il y avait d'un côté Zone Téléchargement qui n'hébergeait absolument aucun fichier, non seulement aucun fichier, mais également aucun lien vers des fichiers illégaux. C'est-à-dire que tous les liens qui étaient sur Zone Téléchargement n'étaient que des liens vers des images, des résumés de films ou de fichiers illégaux. Et les liens pointaient vers un deuxième site qui s'appelle DL Protect, qui lui linkait vers les fichiers illégaux. Donc, c'est là. C'est un petit peu, c'est un peu smart. Alors c'est même très smart parce que pas très parce que. Pas très, parce que ça n'a pas suffi. Maintenant, ça a fait quand même tourner en bourrique 2 ans la gendarmerie. Enfin, ça et d'autres choses. Il faut voir que Zone Téléchargement n'est pas le seul à utiliser ce genre de système.
Et qui m'a fait beaucoup rigoler, voilà, c'est le tweet qui est affiché de la gendarmerie qui annonce ouvertement, c'était le 28 novembre, bah viens, voilà, on vient de fermer le site de téléchargement, on est plutôt fiers, il y a un préjudice de 75 millions d'euros. C'est ça qui a quand même fait beaucoup réagir. Et le faux compte derrière de Zone Téléchargement, donc ça c'est un faux. Même si Zone Téléchargement est revenu plus tard, mais on va y revenir encore une fois, hein, mais voilà. Mais bon, cette petite PME, on appelle ça une PME, avec très très peu de salariés, faisait 1,5 million d'euros de chiffre d'affaires. C'est ça, par an. Imagine le bénéfice. C'est 1,5 million de chiffre d'affaires, et ça, c'est aussi grâce à un très bon référencement sur Google, grâce à leur système de liens, puisque Google ne pouvait pas déréférencer Zone Téléchargement, qui n'avait en soi rien d'illégal, puisqu'il ne pointait pas vers des liens de fichiers illégaux. C'est marrant parce que, si je ne me trompe pas, on a eu il y a 2 semaines la fermeture d'un tracker de torrent très connu qui s'appelait Blue Tigers. Il y a eu Pirate Bay il n'y a pas si longtemps que ça qui a fermé aussi. Blue Tiger, c'était un torrent français privé et en ce moment il y a quand même pas mal de choses, il en reste plus beaucoup. Il en reste quelques-uns du côté du Québec, mais c'est pas l'objectif étant pas de donner d'alternative, mais il y en a encore. Il y en a. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que la gendarmerie a mené son enquête et ils ont réussi à interpeller 7 personnes. Mettre en garde à vue 3 personnes et aujourd'hui il y en a un qui a été mis en examen pour contrefaçon en bande organisée et qui peut risquer, alors je regarde mes notes, jusqu'à 7 ans de prison ferme et 750 000 euros d'amende plus les dommages et intérêts. Alors 750 000 euros, on se dit que finalement c'est pas grand chose quand on sait que les mecs ils se mettaient quand même 1,5 million dans la poche peur, c'est la prison. Et qu'ils avaient sûr que 7 ans de prison ferme, c'est pas rien. Et souvent, les actifs de la boîte sont aussi récupérés, saisis par la justice. Tout à fait. D'ailleurs, ils ont saisi, mais ce qu'ils ont saisi était assez ridicule. Ils ont saisi 3 voitures de luxe, plus du. C'est pas mal, hein, mais quand on se dit qu'ils avaient 1,5 million. Celles qui sont garées dans la rue à Paris sous Manoïd, c'est les autolibres. C'est pas tout à fait celle-là. Donc ils ont saisi ça, sachant que pour cacher ces 1,5 million de dollars, d'euros par an de chiffre d'affaires, les comptes, le chiffre d'affaires, les bénéfices étaient reversés sur des comptes offshore à Malte, à Chypre ou au Belize. On a une question, est-ce que ça annonce une série de fermetures de sites de téléchargement illégaux? Est-ce que ça annonce une série? Non, parce que juste pour un site, là il aura fallu 2 ans pour essayer de contrer. C'était un des plus gros sites. C'était un des plus gros, maintenant il y en a d'autres. Non, il y en a d'autres. Si tu regardes justement dans le top 100 des sites français, parmi un de ceux qui est plus utilisé, c'est Torrent 411, T411, qui a changé 3 fois de nom de domaine en 1 an, justement pour se protéger des fermetures. Et il passe de pays en pays comme ça, avec des noms de domaine qui sont pris, c'est croisé, c'est très difficile de les arrêter. Beaucoup, je pense qu'il en reste une poignée de... Il en reste plus beaucoup, effectivement. Après, chaque fois qu'il y en a un qui tombe, quelques mois, années après, il y en a un autre qui arrive. Je pense que de toute façon, tant qu'il y aura de la demande, il y aura de l'offre. Et que tant qu'il y aura de l'argent à se faire... Comment se faisait-il tant d'argent en linkant seulement des liens vers des fichiers? Eh bah parce que... parce que sur Internet, rien n'est gratuit. Même si le site est gratuit, il y avait tout simplement de la pub. Beaucoup de pub, et sur le site Zone Téléchargement, et sur le site DL Protect. Donc du coup, ils arrivaient à vendre de la pub en très gros. D'autant qu'avec leur il y avait l'intégration de services aussi. Enfin, il y avait, en fait, ils ont fonctionné comme un média. Un média un peu sale, mais un média. C'est vrai. Et donc des services? Des services, je ne me rappelle plus exactement, mais ils nous renvoyaient vers des liens de téléchargement payants, etc. Enfin, il y avait quand même des choses un peu plus poussées. Et j'ai pas utilisé assez pour pouvoir essayer ça. Non, mais c'est en tout cas ce que j'ai pu lire. Moi, j'avoue, je devais être un des seuls à pas connaître. Ce qui m'a paru très ridicule de ma part, mais bon. Alors du coup, on a une question qui est intéressante, c'est comment la justice française a pu fermer le site? Est-ce que les serveurs étaient hébergés en France? Alors que d'habitude, tous les sites illégaux comme ça savent très bien qu'ils doivent mettre leurs serveurs en dehors de leurs frontières à eux, histoire d'éviter ce genre de problème. Alors, il faut savoir que les 2 serveurs qui ont été récupérés par la justice étaient en Islande et en Allemagne. Et si la gendarmerie a réussi à les faire fermer,
C'est grâce à une commission rogatoire internationale qui leur a permis, en accord avec l'Islande et l'Allemagne, de récupérer ces serveurs et toutes les données qu'il y avait dessus. Et de demander l'extradition de l'un de ces criminels, on peut le dire, qui actuellement est en Andorre et qui attend son extradition. Et je pense que c'est pas mal pour un téléchargement. Alors fermeture et ouverture, on ne sait pas vraiment. Il y a une autre actualité là qui est toute chaude, qu'on connaît depuis 2 jours, qui est la fameuse vente privée annuelle. Il y en a 5 par an maintenant, 6. Mais ça c'est celle de Noël, qui fait plaisir, la vente privée Free Mobile. Alors c'est le forfait à 20€ qui passe à 2€ pendant quelques jours sur venteprivée.com. Donc du coup c'est 2€ comme d'habitude pendant un an. Voilà, 2€ par mois pendant un an. Le forfait passe automatiquement ensuite à 20€, sauf si on est abonné Free, fibre ou ADSL. Et le forfait est sans engagement, c'est-à-dire qu'on peut arrêter quand on veut. Et c'est ce qui est plutôt cool parce que, alors moi je vais vous dire pourquoi vous pouvez changer votre forfait principal vers Free, ce qui est intéressant. Vous pouvez aussi prendre une carte Free si vous envisagez un voyage au Canada ou aux États-Unis dans les 12 prochains mois. Parce que le forfait intègre pas seulement vers ces pays-là, mais aussi vers le pays, par exemple vers l'Europe, vers l'Europe. Israël ou vers l'Afrique du Sud maintenant, par exemple, de la data et de l'appel et du SMS illimité. C'est ça. Pendant 35 jours par an par pays. Rappelle-moi, c'est 5 gigas de data, il me semble. Alors, je sais plus exactement, entre 3 et 5. 5, je crois que c'est 5. Il me semble que c'est 5 gigas de par data par pays. Non, c'est même pas 5 gigas. C'est 5 gigas par mois par pays. C'est-à-dire que par exemple, mes 35 jours, je peux utiliser par exemple 5 jours en janvier et télécharger 4 gigas et retourner en mars aux États-Unis et retélécharger 4 Oui, bien sûr, mais c'est 35 jours dans l'année à utiliser dans l'année. Voilà, il vous rappelle une fois que sur votre deuxième voyage, il vous reste tant de journées, etc. Puis après, ça devient payant. Mais dans Free, on peut bloquer le hors forfait, donc ce qui pourrait du coup éviter quelques débordements. Donc si vous avez prévu de faire un voyage dans un des pays couverts à l'international par Free, dites-vous que pour 24€ par mois, enfin 24€ sur l'année, et encore même pas, puisqu'on peut l'arrêter quand on veut, donc après votre voyage vous pouvez l'arrêter, prendre le forfait aujourd'hui, et si vous partez en février, l'arrêter en mars, donc du coup pour 4 ou 6€, vous avez une enveloppe data lors de votre voyage, ainsi que les appels et SMS habituels. Et si vous décidez de passer ce forfait en forfait principal, il faut dire aussi que le réseau de Free a quand même beaucoup évolué avec beaucoup de sites 4G qui ont ouvert. Aujourd'hui, d'après les dernières statistiques qu'on a eues, un utilisateur Free passe 3/4 de son temps sur le réseau Free et 1/4 de son temps sur le réseau Orange. On estime qu'entre 2018 et 2020, l'accord d'itinérance avec Orange sera terminé. Alors l'accord d'itinérance avec Orange, il est intéressant parce qu'il permet d'avoir une couverture réseau intéressante, néanmoins il est limité à la 2G. C'est pour ça que cette couverture de 3G, 4G de Free est très importante. Surtout qu'il y a eu une étude qui est tombée récemment qui dit que le réseau 4G de Free est meilleur même que celui d'Orange. C'est-à-dire que quand tu es sous couverture Free, le débit et la couverture, la qualité générale de ton réseau est meilleure que si tu étais sur le réseau 4G d'Orange. Voilà, c'est ce qu'on disait. Orange propre. On nous demande, est-ce que c'était bien 5 gigas par pays? C'est effectivement, je crois que c'est 5 gigas par pays, 35 jours par an, mais c'est 5 gigas par mois par pays. Donc, à vérifier quand même dans les conditions d'utilisation. Ouais, vérifier, mais moi de ce que j'ai vu, c'est par exemple, voilà, si on fait un voyage sur 2 mois, on va pouvoir profiter des gigas sur chaque mois. D'accord. C'est en tout cas ce que j'avais utilisé. Dans tous les cas, pour 2€ par mois, ça reste toujours super intéressant. C'est super intéressant, même si un ami à vous a prévu de partir aux États-Unis, en Europe, au Canada, etc. C'est quand même intéressant de le prendre maintenant. Ça vous coûtera au pire 24€ sur l'année, ce qui coûte moins cher que tous les forfaits data qu'on peut avoir aux États-Unis. Et surtout beaucoup moins cher que n'importe quel hors forfait que vous vous taperez chez n'importe quel opérateur. Alors en Europe, vous avez accès souvent au réseau 4G de tous les pays européens, ce qui est cool. Et aux États-Unis, on est sur certains opérateurs, même en 4G, ou sinon en très bonne 3G. Donc ce qui permet même, moi j'utilisais pour regarder du Netflix dans les hôtels lors de mon voyage. Pas mal. Ouais, et ça marchait. Bien. Donc, Netflix au passage est désormais disponible hors connexion. Ouais, alors c'est vrai qu'on en a pas parlé et ça c'est vraiment cool. Ouais. Et du coup, je pourrais charger en mode hors connexion sur la 3G de Free. Et la voir après. D'ailleurs, j'ai testé hier le mode hors ligne de Free et de Netflix et c'était assez efficace dans le sens où il peut vraiment compresser les vidéos pour qu'un épisode, par exemple,
d'environ 25-30 minutes puisse peser moins même de 100 MO. Donc, voilà, entre 100 et 300 MO, finalement... il faut en sorte que ce soit pas trop lourd sur ton téléphone. Et tu peux choisir si la qualité d'image de l'épisode dans les paramètres. Tu peux choisir au téléchargement. Voilà, et tu peux choisir si c'est seulement en Wi-Fi ou en réseau cellulaire. D'accord, il faudrait que j'essaye ça, parce que c'est vrai que c'est quand même super intéressant. Ouais, je l'ai fait sur quelques épisodes déjà. Tu finis ta série dans le métro, c'est génial. Exactement. C'est bien pour les Parisiens et quelques autres personnes qui prennent le métro des zones sans réseau, quoi. Ouais. Ou les voyages étrangers. Ça, le jour où on aura du réseau dans le métro, on sera heureux, mais ce n'est pas encore le cas, et en attendant que ce soit le cas, je te propose de passer au débat. Le débat sécurité. Le débat sécurité. Et rebonjour à tous, donc le débat de cette semaine se base sur la sécurité parce qu'il y a eu énormément de problèmes ces derniers temps. Il y en a eu deux principaux, je crois. Il y en a eu deux principaux. Le premier, c'était le problème avec les smartphones de Blue, le Blue R1 HD, qui étaient vendus partout dans le monde, notamment aux États-Unis sur Amazon et chez Best Buy. On les a pas en France, mais aux États-Unis, c'est un constructeur qui est pas mal présent. Ouais. Surtout qu'ils ont fait pas mal de pubs ces derniers temps, puisque c'est un constructeur assez récent et qui propose des terminaux apparemment très bons. Il avait voulu se lancer en France, mais il y avait trop de concurrence, donc il avait finalement décidé de pas y aller. Et aux États-Unis, du coup, ça se vend plutôt pas mal dans les smartphones à petit prix. C'est l'équivalent de nos Wiko. C'est voilà, ça. C'est nos Wiko à nous, mais version chinoise, mais Wiko aussi, c'est du chinois. Donc le problème qui a été mis à jour par je sais plus qui du reste, CryptoWare, je crois. C'est que en fait sur ces smartphones il y avait une porte dérobée qui avait été mise en place par Shanghai Heads Up Technology, qui récoltait des informations du téléphone, telles que l'IMEI du téléphone, la liste de contacts du téléphone, la liste de SMS, etc. Enfin, des informations vraiment privées. Peut-être qu'on peut expliquer exactement ce qui s'est passé. En gros, un constructeur de téléphone, d'ailleurs c'était le cas de Huawei et ZTE, beaucoup de constructeurs chinois et même internationaux font appel à des prestataires qui proposent des solutions de FOTA. FOTA, c'est de la gestion de mise à jour de firmware ou firmware over the air. Voilà. C'est-à-dire qu'en gros, ces constructeurs veulent pas s'en occuper ou travaillent avec un distributeur, un opérateur qui derrière veut pas s'en occuper, et du coup ils font appel à une entreprise qui derrière va installer c'est pas de la gestion de flotte en gros. C'est ça, ils s'occupent de la mise à jour a posteriori des téléphones. Du coup c'est un service qui est installé dans l'OS, qui est souvent dans une couche assez basse et qui permet, et qui est toujours du coup allumé sur le téléphone, et qui permet de pousser des mises à jour, de savoir si elle a bien été déployée, etc. Et donc là, ils ont fait appel à cette fameuse entreprise chinoise qui fournit cette solution et qui l'a fournit entre autres à Blue et à d'autres téléphones. À Huawei et à ZTE. Et ils adaptent la solution en fonction des problématiques. Typiquement, ils ont un cahier des charges. Voilà, en fonction des pays, il va y avoir des demandes précises. C'est aussi eux, par exemple, qui sont en charge du déploiement des applications préembarquées. Bien souvent. Et là, pour le cas de Blue, a priori, ce qui s'est trompé, quand on les écoute, ce qui est hyper étrange, c'est qu'ils se sont trompés de logiciel FOTA. C'est-à-dire qu'ils ont utilisé celui qui était normalement utilisé... Destiné à un autre constructeur. Au marché chinois. Au marché chinois, et je crois même pas pour des téléphones, mais pour des objets connectés, si je dis pas de bêtises. Et voilà. Et ce qui se passait, entre autres, c'est que régulièrement, à un certain nombre d'intervalles de temps, toutes les infos que tu as citées étaient envoyées sur un serveur en Chine. Et des infos qui normalement ne devraient pas être envoyées pour ce type d'usage. Voilà. Et alors ce qui est pire, c'est que du coup, ça ouvrait une porte dérobée sur le smartphone, permettant à AdsUp de pouvoir envoyer des fichiers, puisque non seulement ils en recevaient, mais ils pouvaient en envoyer également, pour forcer une mise à jour, puisque c'est le but premier du logiciel, mais aussi pour envoyer n'importe quel logiciel, n'importe quel malware finalement. Ils pouvaient envoyer n'importe quoi. Donc c'est assez gênant de ce côté-là. Et en plus, on ne pouvait pas demander aux utilisateurs de désactiver ce service, parce qu'en fait, il leur a même permis à eux de déployer le correctif.
Et c'est un service natif du téléphone, comme il est intégré, comme tu l'as dit, dans une couche vraiment très basse du logiciel, de l'appareil. Non seulement il a tous les droits, il a les droits root sur l'appareil, donc il peut faire n'importe quoi. Mais en plus, il n'est pas détecté par les antivirus, puisque les antivirus ne scannent pas les fichiers qui sont installés nativement sur le téléphone, parce qu'ils savent que, de toute façon, les constructeurs ont besoin de ce genre de logiciel pour pouvoir mettre à jour leur téléphone. Voilà, et c'est même ce type de logiciel c'est ça qui est fou, qui permet de déployer les correctifs de sécurité, de mise à jour. Mais donc, là, en l'occurrence, ils sont allés beaucoup trop loin dans le problème. Il faut voir que derrière, une entreprise qui s'appelle Anubis Networks a voulu vérifier par elle-même les dires de CryptoWare, a acheté un Blue R1 HD, a vérifié exactement, donc ils ont scanné tous les paquets qui sortaient du téléphone. Et là, ils se sont aperçus qu'en fait, il y avait un deuxième problème sur le téléphone, avec des paquets qui partaient sur des serveurs, 3 serveurs exactement. Un qui appartenait à Ragentech, donc également responsable de la mise à jour de ces téléphones, et 2 serveurs qui n'étaient à personne. Les serveurs n'étaient à personne, ils étaient vides. Donc la firme de sécurité a rapidement acheté ces noms de domaine, ces serveurs, ces adresses, afin de recevoir les paquets et pour être sûr surtout qu'aucun esprit mal intentionné se jette dessus, parce qu'une fois qu'on a accès au serveur, on peut absolument tout faire, sans avoir besoin, enfin on peut tout faire à distance. Ils se sont aperçus que ça touchait énormément de téléphones, alors des marques Blue, Doji, Ligo, je sais pas comment ça se prononce, Xolo et Infinix. Donc des marques chinoises qu'on connaît plus ou moins. Infinix, c'est lancé en France Infinix, c'est en France, il me semble. Ouais. Non, c'est marrant, ça veut dire qu'en gros, là, il y a un vrai problème, dans le sens où, normalement, ces choses-là devraient être vérifiées par certains organismes, je pense. Les constructeurs, bien entendu. Parce que là, en l'occurrence, Blue a fait son mea culpa en disant « Mais excusez-nous, on ne savait pas qu'il y avait ça. » Alors, ils ont déployé un correctif très rapidement. Ouais. Merci, grâce à eux. Grâce à leur réactivité. Mais c'est quand même un problème qu'un constructeur ne sache même pas ce qu'il y a sur ses téléphones. Non, mais ça m'étonne pas, parce que c'est... Ah non, c'est pas étonnant. Mais c'est dérangeant. Voilà. Il y a un autre problème qui est arrivé, donc... il y a... Cette nuit. Gooligan. Puisque c'est toi qui as fait l'article, je te laisse en parler. Gooligan, qu'est-ce que c'est? Pour simplifier très facilement, c'est une faille de sécurité qui touche déjà, et premièrement, seulement des anciennes versions d'Android. Ça va d'Android 4.0, qui, je me trompe pas, c'est KitKat. Jelly Bean, KitKat et Lollipop. Eux, ça touchait... jusqu'à 5.0. Jusqu'à 5.0. 5.0, 5.1 Jusqu'à 5.x, on va dire. 5. Et donc, ce qui se passait est tout simplement que des personnes qui avaient soit routé leur téléphone, soit téléchargé une application piratée, soit même appuyé sur un lien un peu étrange par mail sur le navigateur, se sont retrouvés à avoir un appareil qui était infecté par un malware. Et ce malware, ensuite, pouvait être, en gros, contrôlé par un serveur distant, qui, on imagine derrière, un voleur derrière ce serveur, qui derrière récupérait des données. Et surtout les identifiants Google. Voilà. Et en fait, ce qu'a fait c'est exactement ça. Ce qu'a fait ce malware, c'est qu'il a déposé ce qu'on appelle un jeton en français, c'est-à-dire un token d'autorisation pour les applications Google. C'est-à-dire qu'on n'a même pas besoin d'un mot de passe pour accéder à Google. C'est ce qui permet à tous les services de se connecter aux accès Google, aux services Google quand ils en ont besoin. Ils avaient ce token et du coup ils pouvaient se connecter. Quand on s'identifie sur un site en disant s'identifier avec son compte Google, voilà. Du coup c'est un token qui est créé. Ce site veut se connecter à Google, il a besoin de telle ou telle information, est-ce que vous voulez donner ou pas? Et du coup ça crée un token qui va être utilisé derrière. Eux ils l'ont fait de façon automatique et du coup ils ont pu accéder à tous les services Google. On peut parler par exemple de Google Drive, on peut parler de Google Play, de Google Maps, etc. Et même de Chrome. Et puis voilà, et puis Google a réagi en supprimant le token, mais ça ne suffit pas. Voilà. Donc
là, ça suffit pas. On a une remarque qui nous dit que Android 4.0 c'était Ice Cream Sandwich. Et là, j'ai honte. Alors, mais du coup, si j'ai bien lu ta news, c'était à partir de Jelly Bean, donc c'était 4.x dans la news, c'était 4.1, 4.2, 4.3, par là. Jusqu'à 5. Ouais. C'est ça, donc de Jelly Bean à Lollipop. En tout cas, c'était dérangeant. On a aussi une question, est-ce que c'est King Root ? Non, tout bêtement. Pour revenir dans le principe, il faut voir que ça, ce n'est pas des problèmes isolés. Ces problèmes, on les retrouve régulièrement dans le monde d'Android et même dans d'autres univers. Dans tous les univers d'informatique. En septembre dernier, il y a Xiaomi qui a été spoté comme ça parce qu'ils avaient installé, il y avait une backdoor sur la plupart de leurs téléphones qui, exactement comme pour Blue, servait à envoyer des mises à jour. Donc c'est un fichier APK qui vérifie régulièrement sur le serveur quelle est la version du serveur, quelle est la version du téléphone. Si la version du serveur est plus récente que celle du téléphone, le téléphone récupère la version du serveur. Le problème c'est que si le serveur est mal intentionné, il peut envoyer un fichier qui n'est pas le bon, qui va récupérer des données par exemple sur votre téléphone, donc ça pose problème à certains utilisateurs. Mais le plus gros problème dans tout ça, finalement, c'est pas ce que font les marques avec ça, puisque la plupart du temps, effectivement, c'est des mises à jour, même s'il y en a certains qui, là en l'occurrence, des firmes tierces qui s'occupaient des firmware, qui récoltent des informations, alors qu'ils ne devraient pas. Mais dans le cas de le deuxième, j'ai oublié, c'était encore Blue, mais avec Regentech. C'était vraiment uniquement pour de la mise à jour. Mais là, dans ce cas précis, le gros problème, c'est les attaques de type man in the middle, donc l'homme du milieu, qui fait que quand vous êtes connecté à un réseau Wi-Fi, un Wi-Fi public avec votre téléphone, si quelqu'un est connecté sur ce même réseau Wi-Fi, il peut accéder à ces données, il peut utiliser cette porte dérobée. Ça, c'est un truc un peu fou, c'est que on a le cas souvent sur les appareils routés, mais on avait le cas sur les iPhones quand ils étaient jailbreakés. C'est-à-dire que les iPhones jailbreakés avaient tous le même identifiant qui était complètement ouvert. Il suffisait d'avoir l'IP, on scannait, on pouvait avoir l'IP du téléphone, on rentrait. Je crois que c'était route Alpine, un truc comme ça. Et là, t'accédais. Et là, t'as tous les droits, tu peux récupérer tous les fichiers. C'est l'Unix à la base, donc c'est du shell, on pouvait faire ce qu'on voulait, quoi. Après, là, en l'occurrence, j'ai envie de te dire que la personne, à partir du moment où elle jailbreak son iPhone, ou elle route son téléphone, elle peut se douter plus ou moins qu'elle s'expose à des risques. Là, ça peut être Madame Michou, c'est Monsieur Tout-le-Monde, qui a son téléphone, qui a acheté son téléphone, qui ne veut pas faire de choses particulières, qui n'est pas allé télécharger des applications illégales ou quoi. C'était directement intégré dans son téléphone, et n'importe qui peut accéder, comme tu viens de le dire, rentrer, sniffer l'IP, rentrer et utiliser cette application qui a tous les droits pour pouvoir installer des malwares sur son téléphone et récolter des informations privées. Et moi j'ai rapidement 9 règles de sécurité basiques. Vas-y, je t'écoute. Pour terminer, je pense, ce débat. Donc bien sûr, je réouvre mes prises de notes. Vas-y. La première, c'est éviter les applications piratées. Ça paraît logique. Vous pouvez très bien télécharger les applications en dehors du Google Play. Faites attention seulement à la source. Mais faites-le seulement si vous savez ce que vous faites. D'autant qu'il existe plein de stores alternatifs qui aujourd'hui sont très sûrs. On pense notamment à l'Amazon App Shop. On a APK Mirror aussi qui est très bon. Et vous avez d'autres sites comme ça qui permettent de récupérer des APK, des applications en dehors du Google Play Store et qui sont sécurisées. Autre conseil basique, on ne va pas rentrer trop dans les détails. Changez le code PIN et verrouillez votre téléphone avec un schéma ou un code. Qui est changé régulièrement. Et je suis sûr que moi je le fais pas déjà. c'est ouf. Enfin, je pense qu'il n'y a pas grand monde qui le change régulièrement. Si vous avez un téléphone plutôt haut de gamme sur une des dernières versions Android, chiffrez vos données. Vous pouvez le faire nativement avec Android sur la dernière version. Vous pouvez même avoir des applications qui vont chiffrer des données spécifiquement, en particulier même des données qui peuvent être stockées sur votre carte micro SD. C'est con, mais si vos données sont chiffrées et que par exemple quelqu'un essaye de récupérer votre téléphone et va trouver, je ne sais pas comment, l'accès à ces données, il ne pourra pas les déchiffrer si derrière il n'a pas la clé, il n'a pas le mot de passe, etc. Donc c'est plutôt quelque chose d'utile. Typiquement, s'il n'a pas le code de démarrage de votre téléphone Android sur les dernières versions Android. Mon téléphone s'est mis en veille, et c'est beau. Enfin, vérifiez les autorisations des apps. Toujours. On ça le veut dit dire, pas assez.
Vous avez des autorisations qui sont demandées à l'installation de l'app, et vous avez des autorisations maintenant qui vont être demandées au cours de l'utilisation de l'app. C'est ça, lors de la première utilisation de l'autorisation en question. Si une application d'actualité ou de banque demande votre géolocalisation, par exemple, c'est pas tout à fait normal. Des fois, ils vont vous justifier ou pire, accès à des fichiers. Voilà, et ça, je suis encore dans un cas gentil. Il y a des fois des cas où c'est complètement inutile et complètement absurde. Et souvent, les annonceurs, les éditeurs d'applications ont toutes les bonnes raisons au monde. Typiquement, une application de news va te dire c'est pour avoir de la pub géolocalisée, mais en fait, vous pouvez d'ailleurs bloquer ces autorisations après, a posteriori. Vous avez des applications qui permettent de bloquer dans les paramètres, mais aussi il y a des applications qui permettent de bloquer les autorisations. Voilà. Ça se fait très simplement en allant dans les paramètres du téléphone, paramètres des applications. Il suffit de sélectionner une application, d'aller dans le menu permissions, et vous avez toutes les permissions qui s'affichent. Vous pouvez dire oui, non, c'est très simple, et c'est important de bien vérifier à chaque fois que les permissions soient en adéquation avec le type d'application que vous utilisez. Quand vous revendez votre téléphone, faites attention de bien effacer les données. Effacer les données, ça nécessite souvent de ne pas utiliser le simple effacement de données de base du téléphone. Ça peut paraître absurde, mais plusieurs études ont été menées sur le rachat de téléphones d'occasion, et des firmes ont pu récupérer une quantité énorme de données personnelles. Un des conseils que je peux donner, c'est avant d'effacer son téléphone, appuyer sur chiffrer, redémarrez-le, toutes les données vont être chiffrées, et quand on efface des données chiffrées, et ben même si on les récupère, elles sont chiffrées. C'est déjà ça. Donc ça, c'est une base. Après, il y a d'autres méthodes qui permettent d'être sûr de... Enfin, très simple, utilisez des mots de passe complexes, et je vous conseille d'utiliser des gestionnaires de mots de passe qui permettent derrière de ne pas les oublier. De vous simplifier la vie. Voilà, de vous simplifier la vie. Mettez à jour vos apps, et si possible automatiquement, c'est important, parce que souvent elles vont corriger des failles de sécurité, et si vous avez des mises à jour... Et les mises à jour système, n'oubliez pas de les faire. Franchement, c'est important. Toujours mettre à jour son système. Et sachez que si votre constructeur ne met pas à jour votre téléphone, c'est pas pour ça qu'il n'est pas protégé. Google peut déployer des mises à jour qui sont pour vous invisibles via les Google Play Services ou autres, et qui vont pas avoir, qui vont pas nécessiter une vraie grosse mise à jour majeure du téléphone. Et enfin, je crois que j'en ai plus beaucoup d'autres. On aura fait le tour, mais c'est toujours des conseils qui sont intéressants, à savoir. Utiliser le gestionnaire d'appareil de Google qui permet de géolocaliser son appareil et de désactiver à distance si on vous le veut. Google, le sien est un peu moins efficace que celui d'Apple, mais il fonctionne. Donc c'est plutôt intéressant. Il permet aussi de vous retrouver son téléphone. Si jamais vous le perdez par exemple, dans votre salon, vous pouvez le faire sonner. Ça c'est pratique. Et souvent, moi, il sonne sous le canapé. Et on va commencer par là. Deux dernières choses. Sauvegardez vos données. Ça, on pourra en parler sérieusement dans un autre TechPaf. Et j'avais vu une question, c'est est-ce que les antivirus Android sont efficaces ? En réalité, non. C'est la question que j'allais te poser. Non, parce que le système Android est fait de telle sorte que toutes les applications sont séparées. C'est pour ça qu'elles ont besoin d'autorisation. Et du coup, un antivirus sera pas plus efficace que ça. Il va pouvoir seulement, par exemple, scanner vos applications installées et vous dire « Oh là, attention, cette application, elle a potentiellement été verrouillée. Il faut peut-être la désinstaller ou vérifier la source de l'installation. » Regardez les noms des paquets, et il a quand même une liste de processus qui sont malfaisants. Donc il suffit de lui donner l'accès au processus en cours pour voir. Voilà, mais il ne pourra pas faire de merveille. Contrairement à Windows, le système Android est fait de telle sorte que l'antivirus est quasiment inefficace. Et comme c'est le cas, je crois aussi sur Linux, etc. Sur Linux, je connais pas assez, donc là je peux pas te dire, mais c'est vrai que anti-malware, antivirus. Les antivirus et tous les anti-malware sur Android ne servent quasiment à rien. Et si vous suivez les conseils qu'on a donnés précédemment, normalement, vous avez quasiment aucune chance d'être touché par un problème, sauf si spécifiquement, comme c'est le cas chez Blue, l'appareil est dangereux. Alors, ça, c'est le risque d'acheter un téléphone qui peut-être ne provient pas d'un gros constructeur de... Petite question quand même avant de terminer. Ulrich, est-ce qu'il faut avoir peur de ces malwares et peur d'acheter chez des constructeurs chinois, même comme Xiaomi ou Huawei, que pourtant on connaît depuis des années ? On a l'impression souvent qu'il y a plus de problèmes sur Android que sur iPhone, parce qu'on a l'impression qu'on en parle plus. En fait, en réalité...
il y a plus d'acteurs sur Android, il n'y a pas plus de problèmes. En fait, l'iPhone est autant touché que n'importe quel téléphone Android par des failles de sécurité, par des problèmes de malware, etc. Ça arrive à Apple d'autoriser des applications qui sont infectées, ils font pas attention, comme c'est le cas de Google aussi. Donc on les passe déjà plus sécurisés sur Android et sur Apple si on suit les règles basiques que j'ai énoncées là. Et ta question c'était... Mais au niveau des constructeurs chinois, parce qu'on sait que les constructeurs chinois. On sait que Google verrouille bien son système. Quand tu achètes un Nexus avant ou maintenant un Pixel, tu sais que ça va être bien verrouillé. C'est un gros risque. Tu te rappelles du téléphone Xiaomi qu'on avait importé d'un importateur chinois ? Alors là c'est encore pire, puisque le smartphone a donc son système Android avec la surcouche de Xiaomi et une surcouche encore, un logiciel remis par-dessus par l'importateur, histoire de le mettre en français. En fait, ce qui s'est passé, c'est que qui en profite. Les téléphones Xiaomi sont vendus qu'en Chine. Eux vendent des téléphones Xiaomi pour le monde entier. Et alors, pour pouvoir faire un peu l'argument de vente, ils vous disent vous inquiétez pas, votre système sera multilangue, il sera pas en chinois et vous aurez les Google Apps. Et ils ont profité pour mettre du malware dedans. C'est ça, et nous on s'est retrouvé avec un téléphone Xiaomi acheté comme ça en importation, avec 5 ou 6 malwares déjà. Donc il fallait réinstaller une ROM propre. Et ça, c'est pas apporté tout le monde. Je m'en suis arraché les cheveux. Bon voilà, merci à vous. J'espère que l'émission vous a plu. Que voilà, sur cette bonne blague, on va terminer. Et donc je ne vois plus d'autres questions qui s'affichent sur mon écran. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez des remarques, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires de la vidéo YouTube sur l'article. C'est là où on va les lire le plus souvent. On vous retrouve dans 2 semaines, normalement, s'il n'y a pas d'autres petits contretemps. Ce sera sûrement un des derniers TechPaf de l'année en plus. C'est ça, et peut-être un grand TechPaf. Donc je vous dis à très bientôt, dans 2 semaines, et bonne soirée. Salut.